on a ici des syndicats qui représentent 70% des personnels, hein. Donc c'est vraiment les plus gros syndicats. Le SNES, c'est le syndicat le premier, hein, à gauche, c'est le syndicat le plus représentatif, hein, ultra majoritaire à toutes les élections professionnelles. Donc, on a ici une belle bannière syndicale. Il y a très peu de syndicats qui ont refusé de s'y associer, qui ont fait un communiqué pour protester contre la réforme du collège. Et cette protestation, eh bien, ils l'expriment en des termes communs. Et là, je vous renvoie à ce qu'il dénonce le plus vivement, hein. Vous lirez, là c'est la totalité du communiqué, hein. Il est très bref, et donc tel qu'il est formulé, apparemment, ça suffit aux yeux des organisations syndicales pour dire clairement la raison pour laquelle ils s'opposent à la réforme du collège. Et ils le disent ici, cette réforme, eh bien, elle est fondée, enfin ce projet de réforme, il est fondé sur l'autonomie des établissements. Et alors, on y reviendra après, la multiplication des hiérarchies intermédiaires sous l'autorité du chef d'établissement. Voilà, et c'est le seul tort en fait qu'il y a, c'est l'autonomie des établissements. Et c'est vrai que les EPI, hein, les enseignements pratiques interdisciplinaires, bah, c'est une part d'autonomie. C'est 3 heures par semaine, où on dit au collège, bah allez-y, vous organisez là-dessus un peu ce que vous voulez en fait, parce que le but, il faut que ce soit interdisciplinaire et que ça donne lieu à un projet. Mais ce projet, il va être différent, et c'est vrai, quand on regarde ce que les collèges ont fait, certains collèges ont fait des choses extrêmement originales liées au patrimoine local, d'autres ont fait des études de films ou de livres, d'autres ont fait un travail en lien avec les exploitations agricoles qu'il y a dans le canton, d'autres étaient en ville, ils ont fait un travail en relation avec une salle de spectacle. Enfin, il y a plein de choses possibles dans les EPI, mais justement, c'est fondé sur l'autonomie des établissements. Alors, question, pourquoi les syndicats s'opposent-ils à l'autonomie des établissements? Puisque, justement, on disait que le management était beaucoup trop directif. Eh bien là, apparemment, il ne l'est pas assez aux yeux des enseignants, puisque les syndicats représentent les enseignants. L'autonomie des établissements, c'est pas seulement une bonne chose. L'autonomie des établissements, ça pose problème, parce que l'autonomie, ça contribue aux inégalités. Et c'est dit plus loin, justement. Si vous allez jusqu'au bout du communiqué, vous verrez que ça engendrerait toujours plus d'inégalités entre les élèves. Et ça a été étudié, hein, par certains chercheurs. Oui, là on est un peu à l'envers dans mon diaporama, c'est pas grave, voilà. Je vous renvoie au livre d'Yves Careil. Yves Careil, qui est un chercheur rennais, et qui a publié il y a une vingtaine d'années ce livre « École libérale, école inégale », et il en a publié d'autres dans le même sens, qui montre que quand on donne beaucoup de liberté, beaucoup d'autonomie, eh bien ça favorise les inégalités. Et lui, il a étudié ça très concrètement sur l'agglomération nantaise. Il est allé à Nantes voir comment les écoles primaires organisent leur projet d'école. Vous le savez, les écoles doivent faire comme les établissements qui font un projet d'établissement. Les écoles primaires doivent avoir un projet d'école. Et ce qu'a remarqué Yves Careil, c'est que dans les écoles qui scolarisent des élèves d'origine populaire, les projets d'école sont axés beaucoup sur le vivre ensemble, sur la civilité, sur la citoyenneté. Bah oui, on est là dans la prévention de la violence, dans apporter aux élèves une éducation dont on craint qu'ils ne l'aient pas chez eux. Euh, donc on fait des projets d'école beaucoup plus sur le vivre ensemble et la civilité. Bon, ce qui en soit une bonne chose, c'est une adaptation aux besoins du public. Mais si on va voir dans les écoles de centre-ville, les écoles des quartiers favorisés, eh bien là, leurs projets d'école sont beaucoup plus basés sur l'ouverture culturelle. Ça sera un projet de théâtre, ça sera un projet lié à un musée, par exemple. Bah oui, il y a le musée juste à côté de l'école. Alors, on utilise les ressources locales, et pourquoi pas? En soi, c'est plutôt une bonne chose. L'ennui, c'est que les élèves, au bout du compte, n'apprennent pas la même chose. Et il y a les savoirs qui sont bons pour les riches et les savoirs qui sont bons pour les pauvres. Alors comment sortir de cette impasse? Parce que là, on est dans ce qu'on appelle en sociologie un double bind. Un double bind, c'est quand, quoi qu'on fasse, ça sera mauvais. On a un faux choix, un mauvais choix. C'est une sorte d'injonction paradoxale, d'une certaine façon, le double bind. En fait, ça montre que l'autonomie, pourquoi pas? Je crois qu'elle est forcément nécessaire. L'ennui, c'est qu'elle nécessite une vraie réflexion, une réflexion collective sur les objectifs, sur les finalités. C'est pas simple, il suffit pas de dire allez, on fait ce qu'on veut, on s'adapte aux besoins locaux. Il faut se demander, mais au fond,
qu'est-ce qu'on atteint comme résultat et est-ce que ce sont bien les résultats qu'on veut atteindre? Comment faire pour mettre dans ce travail sur le vivre ensemble, comment faire pour mettre aussi du culturel? Et du culturel qui ne soit pas forcément seulement la culture que les élèves connaissent tous les jours. Il y a aussi une culture qui leur est étrangère. La culture savante, la culture prestigieuse, la culture bourgeoise, pourquoi pas, si on veut parler en termes peut-être un peu simplistes, mais une culture à laquelle il faut que tous les élèves accèdent. Ça veut dire donc que l'autonomie des établissements ne doit pas être une initiative isolée. Il faut que ça s'articule à une vraie responsabilisation des enseignants. On ne dit pas seulement aux enseignants, allez-y, on vous donne 2 heures, faites ce que vous voulez. Non. Vous avez une responsabilité de réfléchir avec vos collègues, avec la direction, avec l'ensemble de la communauté éducative, au meilleur moyen d'utiliser ces 2 heures qu'on vous donne pour pouvoir atteindre des objectifs qui sont ceux, même atteindre les finalités qui sont ceux de l'institution scolaire aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut que vous en soyez conscient en même temps. Donc vous assumiez cette responsabilité qu'on vous donne. Donc ce n'est pas simple. Et ça veut dire que ça nécessite une mobilisation collective. Ça nécessite une coordination. Ça nécessite la prise de responsabilité, une action à l'échelle de l'établissement. Et je vous rappelle que l'établissement, c'est un peu le point aveugle de management de l'éducation nationale en France, où on a l'enseignant qui est relié à son inspecteur qui représente le ministre, et puis où le niveau de l'établissement, en fait, reste un impensé. Donc il faut créer des structures à l'échelle de l'établissement. Si on crée des structures à l'échelle de l'établissement, ça veut dire qu'on risque de créer des hiérarchies intermédiaires. Et c'est ça qui est dit. Alors là, c'est caché par la diapo et je ne peux pas revenir en arrière, désolé, mais le communiqué écrivait, c'est fondé sur l'autonomie des établissements et la création de le renforcement des hiérarchies intermédiaires sous l'autorité du chef d'établissement. Forcément, si on fait plus de choses à l'échelle de l'établissement, il va y avoir des enseignants qui vont s'impliquer, qui vont prendre des responsabilités, qui vont coordonner des choses, donc des hiérarchies intermédiaires, des sous-chefs, quoi. Et puis, le chef d'établissement qui va devoir agir davantage pour coordonner tout ça. On multiplie les hiérarchies. Or, on est très attaché à l'égalité, au moins à l'égalité formelle, dans la tradition de l'enseignement français. Et c'est pour ça qu'on a créé, d'ailleurs, des structures qui n'avaient pas beaucoup plu à ces syndicats-là quand elles avaient été créées. Par exemple, en 1990, on a créé le Conseil d'école. Le conseil d'école, dans les écoles élémentaires, c'est là que se réunissent régulièrement les maîtres pour discuter de ce qu'on fait à l'échelle de l'école, et pas seulement chacun dans sa classe. En 2005, on a créé dans les collèges et les lycées le conseil pédagogique. Et là, ce sont les enseignants volontaires, donc en général les coordinateurs de discipline. Dans chaque, il y a un coordinateur histoire-géo, un coordinateur français, un coordinateur maths, etc. En général, ce sont les coordinateurs qui se retrouvent avec le chef d'établissement pour faire le point un peu sur les problèmes pédagogiques de l'établissement. Donc on a créé des structures qui peuvent apparaître comme un renforcement des hiérarchies intermédiaires. Donc tout ça, c'est pas simple. Ça crée des conflits, ça crée des rapports de pouvoir qui peuvent être malsains, et ça peut contribuer aux inégalités. Bref, l'autonomie des établissements, on est pour ou on est contre? Vous voyez, le plus simple, ça serait peut-être que ce soit le ministère qui décide de tout. Au fond, si le ministère, au lieu de donner comme ça du temps libre aux enseignants en disant « allez-y, faites ce que vous voulez sur ce temps-là » et l'établissement va décider ce qu'il veut au risque de renforcer les inégalités, au risque de renforcer les hiérarchies intermédiaires, si le ministère disait précisément tout ce qu'on doit faire, ça serait plus simple. Comme ça, on éviterait ces risques-là. Et c'est ce qui se passe en définitive. Alors, je vous donne 3 exemples. On reprend des exemples qui étaient là dans la liste des tentatives d'assouplissement. C'est pour ça que j'ai appelé ça des tentatives d'assouplissement de la forme scolaire. Par exemple, alors là, je n'avais pas mis dans la liste, mais je le rajoute. En 1999, on a créé l'aide individualisée au lycée. L'idée de départ qui avait été défendue par Philippe Mérieux, qui avait fait une proposition de réforme du lycée, qui a été réutilisée, très largement transformée par le ministre, qui était Claude Allègre à l'époque. L'idée de Philippe Mérieux, c'était de dire on va prévoir 2 heures par classe, en moyenne, et on va les répartir, on va faire un grand pot à l'échelle nationale, et ces 2 heures, on les distribuera entre les établissements en fonction des besoins des établissements,
Il y a des établissements qui ont plus de besoins que d'autres. Et puis, en fonction aussi des projets de chaque établissement. Et chaque établissement aura ce temps pour faire un peu ce qu'il veut. Et ça rejoint, c'est toujours la même idée, de donner du temps pour faire ce qu'on ne peut pas faire d'habitude en classe. Protestation énorme des syndicats, enfin particulièrement du SNES qui à l'époque jouait vraiment un rôle moteur dans la protestation, mais vous allez renforcer les inégalités, mais c'est l'autonomie des établissements, c'est la libéralisation, oui, et en effet, c'est un risque tout à fait réel. Donc la réponse du ministère, c'était de dire, bon allez, hop, on s'entend, et d'ailleurs c'est le SNES qui a rédigé ça, et le ministère a validé, il y a eu un arbitrage, comme toujours, c'est le rôle du ministre. On a décidé de dire, ça sera 2 heures par classe, et en français et en maths. Voilà, 2 heures, 1 heure de français, 1 heure de maths, pour les élèves en difficulté, par groupe de 8 élèves. Donc ce qui devait être en fait un moyen d'assouplissement de la forme scolaire, ça a été en fait un élément de renforcement de la rigidité du système, avec un système très rigide. Voilà, chaque élève pourra, s'il en a besoin, s'il fait partie des 8 élèves les plus en difficulté de sa classe, qu'il soit dans un lycée riche, un lycée pauvre, que l'enseignant de français soit sur ce projet-là ou sur un autre projet, peu importe, ça sera 1 heure par semaine d'aide en français ou 1 heure par semaine d'aide en maths, et par groupe de 8. Attention. Bon. Donc là, la directivité a en fait été renforcée au bout du compte. De même, les travaux personnels encadrés. Alors là, c'est pareil, c'était quelque chose de très ouvert et très libre. Protestation en particulier du SNES, encore une fois, parce que c'est la même époque, c'est la même réforme en fait, c'est dans la réforme du lycée de 99-2000. Donc là c'est pareil, c'est le SNES qui joue un rôle moteur. Le SNES a exigé qu'on fasse une liste nationale de sujets. Donc que les sujets de TPE soient choisis par les élèves sur une liste nationale, pour que ça soit vraiment encadré par le ministère. Bon, dans les faits, le ministère a imposé une liste nationale de thèmes. Et ceux qui ont fait des TPE savent que ces thèmes sont tellement ouverts et tellement flous qu'en fait on fait un petit peu ce qu'on veut dans les TPE. Mais officiellement, on a quand même fait un encadrement fort. Même chose, les EPI, qui devaient être un encouragement à l'autonomie. D'ailleurs, Najat Vallaud-Belkacem, qui était la ministre qui a promu la réforme du collège à ce moment-là, qui contenait les EPI, avait dit, pour moi, la réforme du collège, ça consiste à dire aux enseignants, allez-y, lâchez-vous. Bon. Eh bien, les EPI, c'est devenu en fait 8 EPI. On a fait une liste. Alors, il y avait le pays développement durable, il y avait le pays corps et santé. Alors on voit bien corps et santé, c'est pour impliquer à la fois l'éducation physique et les SVT par exemple. Bon, il y avait le pays langue et culture de l'Antiquité. Voilà, on voit bien aussi le latin. Et donc voilà, on a créé 8 thèmes de pays et avec l'obligation que chaque élève ait un parcours tout au long de sa scolarité, de la 5e, ça commence en 5e, 5e, 4e et 3e, avec l'obligation de faire 6 EPI sur la liste de 8, et attention, 6 tous différents. Donc il faut, sauf si il a choisi le pays langue et culture de l'Antiquité, là il peut le garder pendant les 3 ans. Donc il faudra qu'il en ait 3 différents, plus un 4e qui serait le pays sur 3 ans, langue et culture de l'Antiquité. Bon, on a construit quelque chose d'extrêmement complexe, et quelque chose d'extrêmement encadré. En fait, on a renforcé l'uniformité. Et en fait, quand on y pense, on a perdu tout ce qui faisait l'intérêt des dispositifs. Ces innovations, ces réformes, en fait, elles visaient, je l'ai dit, à responsabiliser les acteurs. Elles visaient à renforcer la capacité des acteurs à s'adapter aux réalités locales. Et en fait, on a renforcé la directivité et l'uniformité. Les enseignants restent des exécutants. Et en fait, on leur rappelle leur rôle d'exécutant de façon encore plus caricaturale en leur donnant des directives extrêmement précises. On renforce cette impression de n'être que des exécutants. Voire même, on crée des lourdeurs et des complications administratives. Parce que comment vous allez organiser les EPI ? Les 6 EPI, là, pour être sûr qu'ils soient tous différents, et chaque élève, si possible, il faut que les élèves puissent choisir des EPI comme ils l'entendent, il faut qu'il y ait une part de liberté. Comment vous faites les emplois du temps ? Comment vous faites pour faire intervenir 2 enseignants de disciplines différentes sur le même créneau horaire ?
Donc ça demande un travail d'emploi du temps énorme, et vous assurer que les élèves pourront bien choisir tel pays ou tel autre, et s'ils ont envie du troisième, il faudra qu'ils puissent le faire aussi. Enfin,